Il y a dans la nature des évidences sur lesquelles il est intéressant de se pencher. Si je dis « quel est le moteur de la forêt ?» La première réponse qui vient à l'esprit, c'est la lumière, parce qu'elle favorise la photosynthèse. Pourtant, la qualité du sol et celle de l'eau sont des facteurs déterminants pour la vie à l'intérieur de la forêt. Ce sont entre autres ces deux éléments qui ont façonné la forêt du massif de l'Argonne dans les Ardennes françaises. Pour mettre en valeur l'impact de la qualité du sol sur la forêt et sur la bonne santé des étangs, j'ai choisi de m'installer dans la forêt domaniale de Châtrice. J'ai même recruté 2 compagnons d'aventure en la personne d'Émilie et de Thibaut. Et voilà. Bonjour Thibaut. Bonjour. Salut Émilie. Ça va José? Michel, oui. N'oubliez pas la sortie nocturne de ce soir et surtout la pêche de demain matin. On n'oublie pas? Ok. Moi, j'aime bien aller à la pêche. Je fais souvent. Moi, j'aime pas trop. Je préfère regarder. T'en ressembles? Si l'eau des étangs est de bonne qualité, c'est parce qu'elle traverse un sol comme celui-ci. Et entre autres, cette roche. Mais c'est de la craie. Non, c'est pas de la craie, c'est vrai que ça lui ressemble. C'est une roche très claire, une roche légère, mais c'est une roche graiseuse. Là-dedans, il n'y a pas de calcaire. Alors, la meilleure façon de s'en rendre compte, de le vérifier, c'est de faire une petite expérience. J'ai tout ce qu'il faut dans ma poche. J'ai mis des petits morceaux de gaze dans le fond de ce tube. Je vais ajouter de l'acide chlorhydrique. S'il y a du calcaire, ça doit mousser. Ben, ça mousse pas. T'as mis de l'eau? Non, si ça mousse pas, c'est parce qu'il n'y a pas de calcaire. C'est bien de l'acide chlorhydrique. On va essayer avec de la craie maintenant. Ça mousse. Ah bah là, oui, ça mousse, et tu parles. C'est de la craie que j'ai récupérée dans la Champagne crayeuse. Alors là, du calcaire, il y en a. Vous voyez, on est vraiment sur un sol sans calcaire. Il y en a plein de preuves autour de nous, et déjà la présence de cette fougère aigle. Elle est sèche, mais elle forme de véritables tapis, de droite et de gauche du chemin. Eh Michel, on croirait marcher sur des ressorts. Oui, c'est vrai qu'on est un peu sur un trampoline, là. Ça rebondit un petit peu. Mais écoute, on a pris la bêche pour ça. Essaie d'extraire une carotte de l'humus. On va regarder ça de près. Bravo Thibaut, tu nous as fait un beau gâteau. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, on voit différentes couches de sol. On appelle ça, chaque couche, un horizon. Le premier horizon, ça correspond à la litière. Ce sont les feuilles mortes qui sont accumulées depuis des années sans être décomposées. Il y a probablement 10 années de feuilles mortes ici. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas décomposées encore? Tout simplement parce qu'il y a très peu de vie animale dans ce sol. Alors, il n'y a pas beaucoup de vers de terre? Ah oui, il y a très peu de vers de terre à l'hectare. Sous ce premier horizon, on a de la tourbe. On est bien en milieu acide quand on trouve de la tourbe, d'accord? Et sous la tourbe, on a cette fameuse gaze qui est en train de se décomposer. Vous voyez, on en voit ici des petits morceaux. Mais regardez encore une fois la preuve qu'on est sur un sol acide, c'est que sur le gâteau, la bougie, en fait, c'est une pousse de myrtille. Et les myrtillers ne poussent que sur le sol acide. Vous voyez les jolis arbres là qui donnent de belles transparences dans le soleil, ce sont des bouleaux. Ce sont des arbres qui vivent aussi sur sol acide. Et autrefois, ces arbres, eh bien, on les utilisait. On récoltait les feuilles pour se faire des tisanes. Allez, goûtez-moi ça, vous allez voir comme c'est bon. C'est amer. Ah oui, il y a du tanin dedans. Ça goûte savonnette. C'est vrai, il y a des essences parfumées à l'intérieur. Mais c'est bon quand même, on va s'en cueillir quelques-unes pour se faire une tisane ce soir, parce que dedans il y a de la vitamine C et il y a des antibiotiques. D'accord? Au fait, les plus acides, ça a quelque chose à voir avec les sols acides? Non,
Je vais t'expliquer. En fait, ça remonte à une époque qui n'est pas très lointaine. En tout cas, toi, tu n'étais pas né. Ça remonte au début des années 1980. Les forestiers ont remarqué que les forêts d'Amérique du Nord et d'Europe du Nord, quelquefois, par endroits, dépérissaient. Les arbres devenaient jaunes, ils devenaient rouges, ils finissaient par crever. Et on imaginait que c'était dû aux nuages qui survolaient les grandes industries, qui se chargeaient en dioxyde de soufre et qui retombaient, ces nuages, sous forme de pluie. Et on pensait qu'effectivement, ces pluies acides tuaient les arbres. Alors ça, c'est vrai, on en est certain aujourd'hui. Les pluies acides tuent les arbres, mais pas à des distances pareilles. Ça s'effectue surtout, ça joue surtout autour des grands sites industriels, à quelques dizaines, voire quelques centaines de kilomètres, pas davantage. Eh, c'est les pluies acides qu'on fait ça? Non, là, pour une fois, ce sont des événements naturels. Un véritable coup de vent, un gros coup de vent, un ouragan. Des vents qui approchaient des 200 km à l'heure, qui le 29 décembre 1999 ont couché les arbres de la forêt. Là, à cette vitesse-là, hein, le vent est trop puissant, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui résistent. Alors aujourd'hui, il y a encore des traces de ça, hein, cette espèce de champ de bataille autour de nous, là, toutes ces branches tombées, tous ces arbres cassés. Et il y a des gens, encore en ce moment, qui travaillent dans le bois et qui récupèrent des morceaux d'arbres, hein, qu'ils pourront peut-être revendre et travailler. Alors, le problème, là, c'est que il y a eu d'un seul coup beaucoup de bois. Il faut le hacher, il faut le couper, il faut en quelque sorte le préparer pour que la nature puisse le digérer. Sinon, ça va rester des tas énormes qui mettront beaucoup de temps à se décomposer. C'est ça un peu, les mâchoires que ça, on dirait des mandibules d'insectes. Hein. Ouais. Michel, après toute cette catastrophe qu'on vient de voir, ça veut dire que la forêt diminue? Non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de forêts que sous Louis XIV. Alors, il y a plusieurs raisons, ça, il y en a au moins deux. La première, c'est que la loi interdit aux gens de déforester. La seconde, c'est que beaucoup d'agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur agriculture abandonnent les champs et abandonnent les prés. La forêt s'installe à la place. Donc les forêts gagnent du terrain chaque année, 50 000 hectares par an. C'est énorme, non? Mais ce n'est pas comme ça partout dans le monde. Il y a des endroits, notamment en Afrique, au Rwanda, où les gens ont beaucoup de mal à vivre. Et pour vivre, ils doivent cultiver toujours davantage. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils grignotent sur la forêt. Ils mettent des champs, ils mettent des prés à la place. Alors bien sûr, c'est grave pour la forêt. Mais comment faire autrement? Il faut bien que les gens nourrissent leurs enfants. Alors il y a un phénomène quand même qui est un peu embêtant dans tout ça. C'est que la forêt qui se rétrécit, elle abrite des animaux superbes, elle abrite des gorilles. Et ces gorilles ont absolument besoin de la forêt pour vivre. Ils ont besoin des rideaux de végétation pour se protéger. Ils ont besoin des plantes, des pousses pour manger. Ils ont besoin de vivre sans stress. Donc la forêt, pour eux, c'est une sorte d'île dans laquelle ils sont bien. Et si on leur enlève leur forêt, évidemment, ils sont très très mal, ils finiront par ne plus se reproduire et par mourir. Alors il y a des gens qui ont pris la cause des gorilles. Il y a des gens qui se sont battus, comme partout dans le monde, pour protéger la nature. Et notamment une dame qui s'appelle Diane Fossey. Eh bien, Diane Fossey a été tuée par les braconniers dans cette région-là. Parce que les braconniers considéraient que les mains des gorilles avaient de la valeur. Donc, ils tuaient les gorilles pour prendre leurs mains. Diane Fossey s'est opposée à ça. Eh bien, elle a été tuée. Alors aujourd'hui, dans ces montagnes, où vivent encore quelques gorilles retirés, il y a la tombe de Diane Fossey et puis il y a aussi sa maison. Maintenant, les termites l'ont dévorée. Oh, dis donc, on a changé complètement d'environnement. Ouais, là, on est passé dans le bois, on est dans les grands arbres. C'est quoi cet arbre? Tu vois, ça, c'est un chêne rouvre. C'est un arbre qui, pour vivre bien, doit envoyer ses racines dans un sol profond. D'ailleurs, en général, tous les arbres, pour pouvoir s'équilibrer, doivent avoir dans le sol autant de racines qu'ils ont au-dessus du sol de branches. Je parle en longueur, bien entendu. Et tu vois, celui-ci, il est parfaitement à sa place, il a un sol profond, et je peux te dire qu'il est déjà au moins largement centenaire. Michel, il deviendra aussi grand que les autres? Non, il restera petit, c'est un arbuste. Il a complètement sa place dans le bois, sous les grands arbres. C'est un néflier.
Alors il n'est pas intéressant sur le plan économique, mais on le garde parce que les cerfs et les chevreuils viennent manger le bout des branches. Alors pendant qu'ils se font les dents sur celui-là, ils laissent tranquilles les autres. Oh là, ça pique. Eh ben oui, c'est une feuille de houx qui s'y frotte, s'y pique. Alors le houx que tu as là, le chèvrefeuille qui est là-bas, le néflier qu'on vient de voir avec Thibaut, ben ça atteste encore qu'on est sur un sol acide. Alors beaucoup moins acide que celui que nous avons quitté là-haut avec les bouleaux et les fougères, mais il est encore acide. J'ai cru que je vous avais perdu. On va passer là. Eh Michel, ça sent une drôle d'odeur. On bien dirait sûr. que ça sent l'ail. Vous êtes en train d'écraser de l'ail des ours. Ça sent très fort, hein? Vous savez, quand les vaches en mangent, le lait est imbuvable. Par contre, nous, ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'on est sur un sol très riche. On pourrait installer un jardin ici. Et nos légumes se portent très bien. Et bien voilà, nous voilà dans une dépression, dans un fond, où le sol, là, par contre, est très riche. Alors ça se voit tout de suite, parce que déjà dans le bois, c'est ouvert. S'il y a autant de plantes herbacées ici sous les grands arbres, c'est au moins pour 3 raisons. D'abord, il y a de l'eau. Ici, le sol est humide en permanence. En plus, il est profond. C'est ce qui explique la présence de grands arbres. Et la terre est très riche. Alors, on va en profiter pour herboriser. Hop! Dis donc, c'est légère comme une plume. Les petites fleurs roses, là, c'est de la cardamine des prés. Les jaunes, bah, vous la connaissez celle-là. Ça, c'est le coucou. C'est une prime vert, en fait. Hein. Un petit peu plus loin, là, c'est du carex. Et puis, tout à côté, il y a une sylvie, l'anémone sylvie. Alors là, attention, hein, ça, c'est une plante qui est intéressante, mais vous voyez comme elle est jolie, c'est le saut de Salomon. Et juste derrière, là, c'est de la parisette. Il n'est pas question de se faire des tisanes avec celle-là, elle est très dangereuse, elle est toxique. Eh, où que je m'assois, moi? Ben là, Y a pas de feuilles, je vais me salir. Eh Michel, Ouais. pourquoi y a pas de feuilles? Il n'y a pas de feuilles parce qu'elles ont disparu. Les feuilles de cet hiver ont été digérées. Elles ont été réduites. Dans leur plus simple expression, elles sont maintenant intégrées au sol par des tas de petites bestioles qui vivent là. On est sur un sol qui n'est plus acide. Le sol est vivant à cet endroit-là. Et pour en être certain, eh bien, on peut trouver des vers de terre. Donc on va aller les chercher. Et si on en trouve, ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Ici, on n'est plus sur un sol acide. Je n'en trouve pas pour l'instant. j'en ai trouvé un. Ouais. Je vais aller trouver un autre. Michel, on en a trouvé plein. Faites voir, vous savez reconnaître des vers de terre quand même. Ah oui, ils sont même très beaux, vos vers de terre. Regardez ce que j'ai trouvé, moi. Une sangsue en soulevant une pierre dans le ruisseau. Alors, sa seule présence ici me dit que l'eau de ce ruisseau est en parfait état. Il n'y a pas de pollution ici, le filtre a bien fonctionné. L'eau de pluie est tombée sur les branches, elle a ruisselé le long des branches, le long du trot, elle est rentrée dans le sol en suivant les racines, elle a traversé l'humus, traversé la gaze, et elle ressort un peu plus loin là-bas sous forme de source. Et je vous assure qu'ici, cette sangsue me dit que l'eau est en parfait état. La nature fonctionne bien là. Allez, on retourne chez toi. Tenez, regardez là-bas. Vous voyez? Comme si c'était posé sur le tronc. Le tronc est à plat. Et alors, c'est un beau trophée? Ouais. C'est quoi? C'est une corne Un de bois cerf. de cerf. Ouais, c'est pas une corde, non, c'est un bois de cerf. Non, non, ça c'est de l'os. C'est pas de la corne du tout. Alors il l'a perdu certainement en franchissant l'obstacle, là ça a donné un choc. Et en fait, s'il le perd en ce moment, c'est parce qu'il y a l'autre qui pousse derrière. Émilie, regarde à gauche et à droite, des traces sur ces 2 frênes. Tu vois aussi? Ce sont des animaux qui ont mangé cette écorce. Ce sont des écorces de frênes. Et c'est quel animal d'après vous? Ben, c'est probablement un cerf, peut-être une biche. Et je peux vous dire que ce frêne qui a environ 10 ans, ben, il est mort. Hein. Idem pour celui-là. Il n'y a jamais eu autant de grands mammifères en France qu'aujourd'hui. Ça n'a jamais existé. Là, il y a foule dans les forêts françaises.
Petit. Ah, vous ne les verrez pas, hein. Ils ne sortiront pas. Déjà parce que vous êtes là, puis en plus parce que dans la journée, ils font la sieste, tranquille. Ils sont dans le fond de leur terrier, là. Ce sont les animaux nocturnes, hein. Oh, dis donc, ils font des véritables tunnels, hein. C'est énorme, hein. Ce sont des terriers de blaireaux. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Un terrain de jeu pour jeunes blaireaux. Regardez. C'est là qu'ils dansent, qu'ils sautent, qu'ils jouent, qu'ils se bagarrent un petit peu. En ce moment, ils sont dans le terrier, là. Ils sont blottis les uns contre les autres, ils vivent en famille. Alors, il y a le père, il y a la mère, puis il y a peut-être 2 jeunes, 3 jeunes. Ça peut aller jusqu'à 6. Et quand la nuit tombe, c'est là qu'ils commencent à devenir actifs. Alors, il y en a un qui sort, un adulte. Le premier, il sort, il tend l'oreille, il sent, hein, c'est un odorat très développé, il écoute bien. Et s'il n'y a pas de danger, hop, lui, il part à la chasse. Arrivent les autres, deuxième adulte, qui reste au terrier pour surveiller les jeunes. Il ne faut pas faire confiance aux jeunes, hein. Donc, on les surveille de près. À son tour, il sort, il regarde. Derrière lui, les jeunes s'installent, ils sont là. Et puis, ils vont tout autour. Ils fouillent, ils grattent, ils mangent un peu de racines, ils attrapent une petite bestiole qu'ils mangent, ils grignotent aussi, chacun dans leur coin, hein. Et puis, l'adulte va rentrer de la chasse. Il aura peut-être trouvé une petite bestiole, une grenouille, un petit rat, etc. Il ramènera ça ensuite aux jeunes qui finiront de leur petit casse-croûte en quelque sorte, hein. C'est une bête utile. Elle a sa place dans la nature. Quelle place? Eh ben voilà, quelle place? Eh ben là, c'est la place qui consiste à creuser des trous, hein, à fouiller le sol. Ça permet à l'eau de pénétrer profondément dans le sol. Ça permet de faire disperser la terre, de nourrir le sol, hein, de le transformer, de le modifier de façon favorable pour que les arbres puissent enfoncer plus facilement leurs racines dans une terre beaucoup plus meuble, dans un sol beaucoup plus meuble, hein. Et puis ça a un rôle aussi très important, c'est qu'il régule la prolifération de plein de petits animaux. On se la boit, cette tisane de bouleau qui pousse sur le sol acide? Ouais. On goûte? C'est pas acide, mais ça manque de sucre. Bon, d'accord, elle manque de sucre. Mais il n'empêche qu'elle contient de la vitamine C. Alors ça va nous donner des forces pour passer la nuit à observer les animaux. Oh Michel, regarde, c'est quoi? Ce sont des sangliers, mais ils nous montrent le derrière, là, tu vois, et ils partent. Ah ouais. Vous voyez? Bah, c'est encore un chevreuil. Il y a beaucoup de chevreuils. Oui, mais il y a aussi des cervidés, hein, il y a aussi des biches et des cerfs. Quand on croise leurs yeux comme ça avec les phares, on voit des perles, hein, de grosses perles qui nous regardent. Et quand ils mangent comme ça, quand ils ont le nez dans l'herbe, ils n'entendent pas bien les sons qui viennent de l'extérieur. Si un prédateur arrive, ils ne l'entendent pas bien. Donc ils sont toujours en train de relever la tête, écouter. Ils sont stressés quand ils mangent, ils ne sont jamais tranquilles. C'est bizarre. Hier soir, on n'a pas entendu le brame. Et on ne pouvait pas entendre le brame hier soir, puisque le brame, c'est à partir du mois de septembre. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'heure, on nous attend pour la pêche. Alors il faut filer maintenant. Il faut mettre la ficelle et puis il faut tirer un peu en bas. Quand on
là, il y a des petits brochets qui bougent. Ouais, sur le Ah ouais, c'est filet. des petits brochetons. Il y en a un tout petit là. Ah oui. Ah, Vous connaissez ça? Là, les perches. là, les perches, c'est là-bas. Il y a presque que des perches d'ailleurs. Là. Plein de perches. Elles sont douces à caresser, ces carpes. Elles sont grosses aussi. Ouais. À l'origine, les carpes sauvages, qui sont originaires du sud-est de l'Europe et de l'Asie aussi, possédaient de grosses écailles. Alors, il y a encore dans ces rivières-là des carpes avec des grosses écailles, mais nous, comme ces carpes, on les élève depuis le XIIIe siècle en quelque sorte, hein, ça remonte à fort longtemps, et on a essayé de sélectionner des carpes avec de moins en moins d'écailles. C'est ce qui fait qu'on a l'impression, tu vois, que c'est du cuir simplement, c'est doux, c'est agréable. Hein. Alors c'est un poisson qui peut vivre une cinquantaine d'années et peser jusqu'à 35 kilos. Alors imaginez au bout, du fil, hein, au bout de la canne, hein, ça doit être impressionnant, ça doit tirer très très fort. C'est chouette, on peut marcher sur le fond de l'étang. Eh oui, parce qu'ils ont dû le vider pour pêcher les quelques poissons qui restent dedans, parce qu'il y a déjà eu une pêche cet hiver dans ce lac. Et vous savez qu'ici, la pièce d'eau est toute petite. L'eau est très pure, elle est parfaite, il y a plein de poissons à l'intérieur, il y a plein d'espèces de poissons. Mais il y a des endroits sur la planète où les pièces d'eau sont énormes. Le plus grand lac du monde, c'est le lac Baïkal. Il se trouve en Sibérie, aux confins de la Mongolie. Et si on le vide, ben il faudrait 3 siècles à ces 336 rivières pour le remplir à nouveau. C'est énorme. 1200 mètres de profondeur, 630 km de long, 80 km de large. Et son eau est parfaite. Elle est tellement parfaite qu'il y a 2500 espèces d'animaux et de plantes qui vivent à l'intérieur. Là-bas, l'hiver, les gens pêchent aussi. Alors, ils ne pêchent pas comme ici, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font l'hiver pour pêcher? Ben, comme il y a de la glace sur le lac, ils percent des trous dans la glace. Ces trous, ils les séparent de quelques mètres. Et puis quand ils en ont fait comme ça quelques dizaines, tout en ligne, avec une grande perche, ils passent de trou en trou le brin d'un filet. Et comme ça, jusqu'au bout, sur 200 mètres de longueur. Et ils lancent un filet sous la glace. Au bout d'un moment, ils tirent, et c'est la véritable pêche miraculeuse. Il y a des centaines et des centaines de kilos de poissons. Et tous les gens qui habitent autour du lac Baïkal, eh bien, dépendent du lac. C'est le lac qui les fait vivre. Et je peux vous certifier qu'ils font très très attention à la qualité de son eau. et l'été, ils pêchent aussi? Bien sûr. Mais ce qui est intéressant l'été, c'est que le lac apparaît dans son immensité. Et quand on s'y promène tranquillement, sans faire de bruit, à condition d'être vraiment discret, hein, on a peut-être la chance de voir des phoques. Parce que les phoques d'eau douce existent vraiment. Ils sont très rares et il y en a dans le lac Baïkal. Alors on ne sait pas comment ils sont arrivés là. On sait qu'ils existent puisqu'on peut en observer environ 80 000. Mais comment sont-ils arrivés là? On pense peut-être que c'est grâce ou à cause des glaciations. Hein, c'est peut-être ça qui les a repoussés ou maintenus dans cet endroit-là. Alors l'été, ben, ils en profitent pour vivre bien, vivre mieux. Ils vivent en famille. Les jeunes apprennent à pêcher. Et ils sont capables de descendre pêcher jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans le lac. Je vais trouver plein. Ah ouais. Tiens, là, j'en ai. Oh. Mais non, ne retire pas. Ah bah ça tombe bien. Il y a une écrevisse qui cherchait une maison. Regardez ce que j'ai trouvé. Ah ouais, une écrevisse. Elle est jolie, hein? Une écrevisse pâte rouge. Je l'ai trouvée sous une pierre. Parce qu'elle ne supporte pas la lumière. Alors il faut faire attention à ne pas la garder comme ça longtemps à la main. Elle est nocturne, elle se déplace la nuit. Elle cherche sa nourriture. Alors c'est un animal qui est très important dans un plan d'eau ou dans une rivière, un petit ruisseau, parce qu'elle est détritivore. Ça veut dire qu'elle mange plein de détritus de toutes sortes, y compris des cadavres. Mais quand elle peut manger un petit animal vivant, ben, elle n'hésite pas une seconde. Par exemple, une larve d'insecte, un petit insecte, même des têtards, elle mange. Mais j'ai quand même gardé un petit détail au sujet de l'écrevisse. Vous voyez, quand je trouve ça dans l'eau, moi je suis très content. Ça veut dire que l'eau est en parfait état, qu'elle est de très bonne qualité. Parce que les écrevisses ne supportent pas la pollution. Elles ne supportent pas les pesticides. Dès qu'elles sont en contact de la chimie, comme ça, qui peut les déranger, eh bien, elles sont très malades, elles disparaissent. C'est comme ça que beaucoup d'étangs, beaucoup de rivières ont vu disparaître les écrevisses. C'est-à-dire que le sol a bien fait son travail de filtre. Voilà.
le sol et l'eau non pollués sont autant que la lumière et la chaleur indispensables à la vie. Si cela était encore nécessaire, nous venons d'en avoir la preuve. Il est clair, désormais, qu'Émilie et Thibaut ne regarderont plus tout à fait leur paysage de la même manière. Et voilà. Merci José. Merci Au revoir, pour à tout. une prochaine fois. Bien sûr. Allez, oust. Et bon vent. Une petite dernière.